La pluie tambourinait sur les fenêtres de l'appartement terrasse de Ricardo Mendes comme un métronome du temps. Il était presque 8 heures du soir, et les lumières de la ville se reflétaient en fragments dorés sur le verre du bureau. Le silence était absolu, interrompu seulement par le son rythmé de l'horloge murale et le léger craquement du bois du plancher chauffant. Depuis le mariage, un peu plus d'1 an auparavant, Ricardo restait rarement là après les heures de bureau. Mais cette nuit-là, quelque chose l'empêchait de partir. Un email non répondu, un contrat en attente, ou peut-être quelque chose de plus profond. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement du quartier d'Aclimação, Luisa Oliveira rangeait soigneusement les dessins de Sofia dans un dossier bleu. C'étaient des portraits colorés d'une famille souriante, elle, Ricardo, et la fille de 6 ans, désormais portant le nom de famille Mendes, ajouté à la fin. Les gants jaunes qui avaient autrefois tant symbolisé étaient encore là, accrochés à côté de la fenêtre, désormais encadrés et protégés comme un talisman. Sofia dormait profondément sur le canapé, enlacée à un livre d'histoire sur les constellations. La petite avait développé une fascination pour les étoiles depuis que Ricardo lui avait montré, une certaine nuit, le télescope qu'il gardait sur la terrasse de l'appartement terrasse. « Chaque étoile est une promesse », avait-il dit. Depuis lors, Sofia répétait la phrase comme si c'était un sortilège. Cette même nuit, Luisa regarda le téléphone sur la table et hésita. Ricardo n'avait toujours pas envoyé de message. Dernièrement, il devenait plus silencieux, plus distant. Le travail, se disait-elle, mais une pointe d'inquiétude lui traversait la poitrine. Depuis que son entreprise avait conclu un contrat international, Ricardo semblait porter le poids d'un monde invisible sur les épaules. Des heures plus tard, quand l'horloge marquait 10 heures, le bruit de l'ascenseur résonna dans le couloir de l'appartement terrasse. Ricardo entra, épuisé, le costume encore impeccable, mais le regard distant. La gouvernante Helga, désormais plus sereine et maternelle, s'approcha avec discrétion. « Le dîner est sur la table, monsieur. » Il hocha simplement la tête, sans vraiment l'écouter, et marcha jusqu'au balcon. De cette hauteur, la ville ressemblait à un échiquier de lumière et d'ombre. C'est là que Luisa le trouva quelques minutes plus tard, tenant une tasse de thé. « Tu es trop silencieux ces derniers temps, » dit-elle d'une voix douce. Ricardo mit du temps à répondre. « Je suis juste fatigué. »« Fatigué ou inquiet ?» Il la regarda alors, les yeux sombres reflétant l'éclat des immeubles. « J'ai reçu une proposition aujourd'hui. Un investissement étranger. Cela pourrait tripler la valeur de l'entreprise, mais il y a des risques. Ils veulent transférer une partie des opérations à Londres. » Luisa resta silencieuse. Londres. Le mot sonnait distant, froid, comme une brise qui traverse la poitrine. « Et cela signifie que tu devrais déménager ?» Ricardo ne répondit pas immédiatement. Peut-être pour quelques mois ou plus. Le silence qui suivit fut lourd. De l'autre côté de la pièce, Sofia apparut ensommeillée, se frottant les yeux. « Maman, l'oncle Rico est déjà arrivé ?» Luisa sourit avec tendresse. « Oui, mon amour. » La petite courut jusqu'à lui, grimpant sur ses genoux sans hésiter. « Tu as promis qu'on verrait les étoiles ce soir. » Ricardo inspira profondément, sentant le poids de la promesse et la chaleur de ses petites mains. Bien sûr que oui. Ils allèrent sur la terrasse. La pluie avait cessé et le ciel, bien que nuageux, laissait entrevoir quelques points de lumière. Sofia pointa le télescope, excitée, tandis que Ricardo ajustait les lentilles. « Tu crois qu'on peut voir Londres d'ici ?» demanda la petite, sans percevoir le poids de sa propre question. Luisa et Ricardo échangèrent un regard silencieux. « Peut-être, » répondit-il, forçant un sourire, « si on regarde avec le cœur. » Dans les jours qui suivirent, le sujet du déménagement devint le fantôme de la maison. Ricardo évitait d'y toucher, et Luisa faisait semblant de ne pas le remarquer. Mais l'inévitable arriva un matin froid de lundi, quand il l'appela dans le bureau. « J'ai conclu le contrat, » dit-il sans détour. « Je dois aller à Londres le mois prochain. » Les mots tombèrent entre eux comme une pierre lancée dans un lac. « Pour combien de temps ?»« Je ne sais pas. 3 mois, peut-être 6. Et nous ?» Ricardo hésita. « Vous resteriez ici. C'est plus sûr. Sofia ne peut pas interrompre les cours maintenant. » Luisa croisa les bras, essayant de dissimuler la douleur qui lui montait à la gorge. « Alors c'est ça? Tu pars et tu t'attends à ce qu'on attende simplement ?» « Ce n'est pas un choix facile, Luisa. Tu sais combien j'ai lutté pour cette entreprise. »« Je sais.
Mais parfois, on dirait que tu luttes encore contre des fantômes. » Ricardo détourna le regard. Elle avait raison, mais l'admettre ouvrirait de vieilles blessures. Depuis la naissance de l'enfant qu'ils attendaient, le bébé qui n'était pas venu au monde, il portait une culpabilité silencieuse, comme si le bonheur était quelque chose qu'il fallait conquérir et craindre en même temps. La nuit, Luisa l'observait assis au bord du lit, les mains entrelacées, le regard perdu. « Tu as peur, » dit-elle doucement. « Peur de quoi ? » « D'être heureux complètement. » Ricardo laissa échapper un long soupir, et pour la première fois depuis longtemps, il laissa le silence répondre pour lui. Le jour du départ arriva avec le bruit des valises qui se fermaient et le cœur serré de Sofia. « Papa, tu reviendras bientôt, hein ?» demanda-t-elle, tenant les gants jaunes qui lui allaient maintenant parfaitement aux mains. « Bientôt, mon amour. Et je veux que tu prennes soin de maman pendant que je suis parti. » Sofia hocha la tête avec la gravité de celle qui venait de recevoir une mission importante. À l'aéroport, avant d'embarquer, Ricardo les embrassa toutes les deux avec force. « Promets que tu appelleras tous les jours ?» demanda Luisa. « Je promets. » Il hésita, puis ajouta « Et je promets de revenir différent. » Pendant les premières semaines, les appels vidéo étaient quotidiens. Sofia montrait ses dessins. Luisa parlait de son travail à l'école communautaire, où elle avait commencé à donner des cours de renforcement. Mais peu à peu, les messages s'espacèrent. Fuseaux horaires, réunions, courts voyages en Europe. Les excuses s'accumulaient, jusqu'à ce qu'un jour le téléphone sonne au milieu de la nuit. « Luisa ?» La voix de Ricardo était tendue, rauque. « J'ai besoin de te dire quelque chose. » Elle s'assit dans le lit, le cœur battant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème dans le projet. Un sabotage. Quelqu'un de l'équipe a divulgué des informations et... Il fit une pause. Ils enquêtent sur tout le monde. Luisa se glaça. Et toi? Il m'accuse. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Pendant que la presse européenne commençait à diffuser des rumeurs sur la chute de l'entrepreneur brésilien impliqué dans une fraude corporative, Luisa affrontait le tourbillon en silence. Sofia entendait les murmures à l'école et demandait pourquoi les gens appelaient son père un criminel. « Papa était bon », disait-elle, avec la conviction pure des enfants. « Il est juste triste. » Luisa ne savait pas comment répondre. 2 semaines passèrent sans contact direct. Le numéro de Ricardo tombait sur la messagerie vocale. Les avocats ne savaient rien de concret. Jusqu'à ce qu'un matin pluvieux, une enveloppe arrive par la poste. Sans expéditeur, seulement avec les initiales RM. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. « Luisa, si tu lis ceci, peut-être que je n'ai pas encore réussi à prouver mon innocence, mais je veux que tu saches que je pense à vous tous les jours. Garde ce que j'ai envoyé avec cette lettre. C'est ce qui reste de moi et de ce que je veux protéger. » Dans l'enveloppe, il y avait une petite clé argentée et une feuille de papier jaunie avec des coordonnées et une phrase « La promesse est dans les étoiles ». Luisa serra la clé entre ses doigts sans comprendre la signification. Quelque chose en elle, cependant, disait que Ricardo essayait de dire plus que ce que les mots révélaient. Cette nuit-là, quand Sofia demanda pourquoi elle pleurait, Luisa répondit seulement « Parce que parfois, quand on aime quelqu'un, il faut croire sans preuve. » Mais au fond, elle savait que la vérité était cachée et qu'elle ne trouverait des réponses qu'en suivant ses coordonnées. 2 jours après avoir reçu la lettre, Luisa prit une décision. Elle ne pouvait plus rester immobile à attendre des nouvelles qui peut-être n'arriveraient jamais. Elle reprit l'enveloppe, analysa les coordonnées griffonnées à la main. La séquence de chiffres pointait vers un lieu dans l'intérieur de São Paulo, près de la Serra da Mantiqueira. Il n'y avait pas d'explication logique, mais la phrase « La promesse est dans les étoiles » résonnait dans son esprit comme un appel. Ce vendredi-là, après avoir laissé Sofia avec Elga, qui avait insisté pour l'aider, Luisa partit en voiture, suivant la route qui serpentait entre des collines couvertes de brume. Le trajet semblait infini. La radio cassée laissait le silence remplir l'intérieur du véhicule, un silence qui reflétait le tourbillon en elle. Des heures plus tard, elle arriva dans un petit village. Les coordonnées la conduisirent à une route de terre bordée de pins. Au bout du chemin, il y avait une construction isolée, une maison ancienne en bois sombre partiellement couverte de lierre. Un chalet, le même chalet de Campos do Jordão, mais abandonné, comme si le temps s'y était arrêté.
Louisa gara la voiture et descendit prudemment. Le vent froid lui coupait le visage tandis qu'elle montait les marches du Porsche. La serrure, curieusement, était neuve. La clé argentée s'inséra parfaitement. Le clic du verrou résonna comme un coup de feu de souvenir. En entrant, l'odeur de bois et de poussière l'enveloppa. L'intérieur était propre mais vide. Seulement une table au centre et dessus une enveloppe brune. Dans le coin inférieur droit, les initiales RM à nouveau. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ouvrait l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un dossier avec des documents, des reçus, des tableaux, des copies d'email et une clé USB. Et une brève note écrite à la main. « Si quelque chose m'arrive, cela prouvera la vérité. Remets-le à l'avocat Gustavo Nogueira à São Paulo. » Louisa sentit ses jambes fléchir. Ricardo essayait de se défendre. Tout cela était des preuves. Mais pourquoi le laisser pour elle? Et si ceux qui le poursuivaient l'observaient? Un bruit soudain, le craquement de branches, fit bondir son cœur. Quelqu'un était dehors. Elle éteignit les lumières et regarda par la fenêtre. Une voiture noire, garée sur la route de terre. Phares éteints. Un homme en costume en sortit, parlant au téléphone. Louisa attrapa le dossier et courut vers l'arrière de la maison. Elle trouva une porte latérale et sortit par le sentier qui descendait vers le bois. Le vent froid portait le son de pas. Elle ne regarda pas en arrière. Après presque 1 heure de fuite, elle arriva à la route principale où un camion passait lentement. Elle fit signe des mains et le conducteur, un vieil homme, freina, effrayé. « S'il vous plaît, j'ai besoin d'arriver en ville. » Elle pouvait à peine respirer. Il hocha la tête, surpris par l'expression terrifiée de la femme. Pendant le trajet, Louisa tint le dossier fermement contre sa poitrine. Elle savait que ce qu'elle portait pouvait détruire ou sauver l'homme qu'elle aimait. De retour à São Paulo, elle remit le matériel à l'avocat de Ricardo. Gustavo, un homme aux cheveux gris au regard astucieux, analysa le contenu avec une stupeur croissante. « Cela change tout », murmura-t-il. Ces emails montrent qui détournait vraiment les ressources. Ricardo a essayé d'empêcher et il a été réduit au silence. « Il est en danger ?» demanda Louisa. « Si ces documents arrivent aux bonnes personnes, pas pour longtemps. » Mais avant qu'il puisse agir, une nouvelle éclata à la TV. L'entrepreneur brésilien disparaît après avoir témoigné à Londres. Le monde de Louisa s'effondra. Sofia, assise à ses côtés, regardait l'écran, confuse. « Maman, papa ne reviendra pas ?» Louisa l'embrassa fort. « Si, mon amour, je te promets. » Dans les jours qui suivirent, l'appartement terrasse se transforma en un refuge d'espoir et de peur. Helga s'occupait de Sofia, tandis que Louisa et Gustavo passaient des heures à essayer de tracer des informations venant de l'ambassade. Interpol avait été activé, mais les réponses étaient vagues. Ricardo semblait avoir disparu sans laisser de traces. Ce fut Sofia qui, sans le savoir, apporta le premier indice. En dessinant sur le sol du salon, elle trouva une petite feuille tombée de la poche du manteau de Ricardo. Dessus, une annotation. « Observatoire Astor, Cambridge ». Louisa porta le billet à Gustavo. « Cambridge », répéta-t-il. Un ancien partenaire de recherche de Ricardo vit là-bas, le professeur Thomas Weller. Sans réfléchir à 2 fois, Louisa prit le premier vol qu'elle put. Elle traversa l'océan avec le même courage silencieux qu'il avait un jour fait demander un emploi dans la mansion du Morumbi. Elle arriva en Angleterre sous une pluie fine et un ciel gris, la valise légère et le cœur lourd. L'observatoire Astor se trouvait en périphérie de la ville, une construction en pierre ancienne entourée de jardins. En frappant à la porte, elle fut reçue par un homme grand, aux cheveux blancs. « Madame Oliveira ?» demanda-t-il en anglais, avec un accent marqué. « Je vous attendais. » Louisa fut stupéfaite. « Vous m'attendiez? Ricardo me l'a demandé. Il a dit que si quelque chose arrivait, vous viendriez. » Le professeur la conduisit à une petite salle remplie de livres et de télescopes. Sur la table, un coffre électronique. Il tapa un code et en retira un dossier identique à celui que Louisa avait trouvé dans le chalet. Celui-ci contient les preuves finales. Il lui remit le matériel. Ricardo croyait que le vrai responsable, le partenaire européen, essayerait de l'incriminer. Il était proche de tout exposer quand ils l'ont enlevé. Louisa sentit le sol vaciller. « Enlevé? Vous voulez dire qu'il est... » « Non, » répondit le professeur. « Il est vivant. Blessé, mais vivant. Il a envoyé un message il y a 3 jours. Il est caché. Il m'a demandé de vous aider à le trouver. »
Les larmes coulèrent sans avertissement. Pendant un instant, Luisa oublia la peur, la distance, le danger. Ricardo était vivant. Cette nuit-là, le professeur la conduisit à un abri en périphérie d'un village côtier. Le bruit de la mer battant les rochers se mêlait au vent glacé. Dans une cabane simple, un homme en costume froissé et à l'expression fatiguée se leva en la voyant. « Ricardo !» Le nom échappa de ses lèvres comme une prière. Il sourit, faible, mais réel. « Je savais que tu viendrais. » Luisa courut jusqu'à lui, l'étreinte des deux scellant des semaines d'incertitude et de douleur. « J'ai cru t'avoir perdu, » murmura-t-elle. « Presque. Ils ont essayé de me faire taire, mais je n'ai pas pu arrêter de lutter. Pas après toi et Sofia. » Ricardo raconta ce qui s'était passé. Un de ses directeurs, Jonas Valmont, avait orchestré un détournement de millions et essayé d'utiliser le nom de Ricardo comme façade. Quand il l'avait découvert, il avait été kidnappé pour l'empêcher de dénoncer. Il avait réussi à s'échapper avec l'aide d'un contact à l'ambassade et à se cacher jusqu'à réunir assez de preuves. « Maintenant, nous avons ce qu'il faut, » dit-elle, montrant le dossier. « Nous allons nettoyer ton nom. » Dans les jours qui suivirent, avec le soutien de Gustavo et du professeur Weller, les documents furent remis à la police britannique et à Interpol. En moins d'une semaine, l'affaire explosa dans les actualités. Jonas Valmont fut arrêté et le nom de Ricardo blanchi. Mais quand les caméras le trouvèrent enfin sortant de l'ambassade brésilienne, il refusa les interviews. Il voulait seulement une chose, rentrer chez lui. La retrouvaille avec Sofia fut l'un des moments les plus marquants de la vie des trois. À l'aéroport de Guarulhos, la petite courut dans le hall, les gants jaunes brillant sous la lumière artificielle. « Papa !» cria-t-elle, sautant dans ses bras. Ricardo la souleva, riant et pleurant en même temps. « Je t'ai dit que je reviendrais, et j'ai pris soin de maman comme promis, » répondit-elle, fière. Luisa s'approcha, les yeux humides. Quand les yeux de Ricardo rencontrèrent les siens, aucun mot ne fut nécessaire. Ils avaient traversé des tempêtes, mais ils étaient encore ensemble. De retour à l'appartement terrasse, Ricardo passa des jours en silence, observant la ville par les fenêtres, jusqu'à ce qu'un après-midi, il appelle Luisa et Sofia sur la terrasse. « Il y a quelque chose que je dois vous montrer. » Au centre du balcon, il avait installé un petit télescope neuf. « C'est le même modèle que celui que j'utilisais quand j'étais enfant, » expliqua-t-il. « Celui qui m'a fait rêver. Je veux qu'il soit à vous maintenant. » Sofia s'approcha, enchantée. « Je peux voir les étoiles. »« Toujours, » répondit-il. « Et quand tu regarderas, souviens-toi, les promesses ne se perdent pas dans le noir. » Le vent souffla doucement sur eux, apportant l'odeur de la pluie distante. Ricardo prit la main de Luisa. « J'ai cru avoir tout perdu à nouveau, mais j'ai réalisé que ce qui compte vraiment ne peut pas être volé. » Luisa sourit, les yeux humides. « Et ce qui compte vraiment ?» Il regarda Sofia, qui essayait d'aligner le télescope. « Vous ?» Des mois plus tard, le ciel de São Paulo était clair quand Ricardo, Luisa et Sofia montèrent ensemble sur la terrasse. C'était l'anniversaire des 7 ans de la petite. Elle pointa le télescope vers le haut et s'exclama enchantée. « Regarde, papa, celle-là ressemble à un biscuit. » Ricardo rit, les embrassant toutes les deux. « Alors cette étoile sera notre promesse. » Sofia leva les mains gantées, jaunes et neuves. « Les biscuits et les étoiles rendent tout le monde heureux. » Luisa sourit, posant la tête sur son épaule. « Et l'amour aussi. Dans l'immensité illuminée, le passé trouva enfin la paix. »